une émission du mercredi en compagnie de 3 cosmonautes que vous avez déjà probablement vus dans des rassemblements cosmiques ou de l'interchaîne précédent sur la chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir de vous recevoir pour discuter All Things Cosmos et puis voilà, je pense qu'il y aura peut-être d'autres invités qui arriveront au fil de l'eau, à voir selon l'évolution de la conversation, de la discussion. Je pense qu'il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent sur ce stream, qui découvrent la chaîne. Donc, ce que je vous propose pour donner un peu plus d'informations, de contexte, c'est de vous introduire. Voilà, vous pouvez vous introduire très succinctement, dire ce que vous faites, et puis après, on pourra se lancer dans l'univers nébuleux de Cosmos et de l'Interchain surtout, pas que de Cosmos. Il se passe plein de choses au-delà de Cosmos. Vas-y, Adrien ou Ibrard ou Sébastien, dites très rapidement ce que vous faites et puis ce que vous holdez, et puis voilà. Ok, bah écoute, je vais commencer vu que je suis en haut à droite, c'est ça? Ou on commence par les balles? C'est très bien en haut à droite. Allez, en haut à droite alors. Ok, bah, ravi d'être en ta présence encore une fois, Sam, et d'être aussi avec Seb et Ibra, super cool. Donc, moi, Zdedex, je sais pas pourquoi je dis «moi» d'ailleurs, mais c'est très bizarre. Du coup, moi, j'ai bossé 6 ans chez Ledger, en tant que DevRel. Maintenant, je suis chez XDeFi, qui est un wallet multi-chain, où je gère du coup les intégrations, et j'ai aussi un produit qui s'appelle StakeLab, qui est du coup des validateurs sur le Cosmos écosystème. Donc voilà, tout simplement. T'as quitté Ledger? Je savais pas que tu avais quitté Ledger. Ouais, très récemment, vendredi dernier. OK, bon, bah, félicitations pour ce nouveau job. Ah bah, du coup, vas-y, hein. Du coup, ouais, je vais reprendre. Donc, je m'appelle. Merci Sam pour l'invitation et bonjour à tous. Plaisir. Moi, c'est Ibra. Je suis dans l'écosystème Cosmos depuis bientôt 2 ans et demi. J'ai un validateur, je suis cofondateur d'un validateur qui s'appelle Imperator.co et on est présent sur plus de 40, sur une quarantaine de chaînes avec 90 millions de stakes delegated. Et, euh, on fait aussi un peu de développement sur Cosmos, notamment sur la partie data, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui travaille chez Osmosis pour la partie data. Pour les connaisseurs d'un peu d'Osmosis, le site info.osmosis.zone, notamment, ça a été développé par notre validateur Imperator.co. Voilà. Et même d'autres interfaces comme Satellite sur Axelar ou autres, si je ne me trompe pas. Enfin, ça, c'était des partenaires avec qui on travaillait, qui est un cabinet de design qui nous a aidés. Mais oui, en fait on met en contact les projets avec différents partenaires avec qui on travaille. Mais on n'a pas développé en fait le front-end. Ils ont leur propre équipe en accélère en interne pour développer. Et Info.osmosis, c'était vraiment un développement de back-end jusqu'au front-end. Et sur Satellite, c'était juste le back-end. Ils utilisent nos RPC LCD pour toute la partie back-end, quoi. Ok, top. Ravi de t'avoir sur le show. Et Sébastien? Et côté Bald Guys, donc je m'appelle Seb. Sébastien Couture, je suis GP chez Interop Ventures. On est un fonds qui investit dans l'écosystème Interchain notamment. Et je suis host d'un podcast qui s'appelle Epicenter, un autre podcast qui s'appelle The Interop. Et on organise Nebula Summit cet été après EthCC à Paris. Et on en parlera pendant un podcast. Et c'est très cool d'être là. C'est un peu chelou. À chaque fois que je me retrouve sur le podcast d'un autre, c'est chelou. Et doublement chelou quand c'est en français. Parce que voilà. Je parle rarement blockchain en français et je parle encore moins blockchain, encore moins Cosmos en français. Donc, c'est un exercice auquel il faut s'habituer. Ouais. C'est vrai que on manque un peu de médias et d'initiatives purement françaises pour couvrir ce qui se passe sur l'écosystème X, Y ou Z. Les gens ont souvent tendance à partir sur des formats en anglais pour pouvoir toucher une audience plus large. Et c'est vrai que y a pas énormément de contenu sur Cosmos en français. Il y a des chaînes que j'ai trouvées là il y a quelques semaines qui couvrent un peu l'actualité sur Cosmos, mais on n'est pas très nombreux dans l'ensemble si on compare ça à... Enfin bref, c'est un statement assez obvious. Il y a plus de trucs en anglais qu'en français. Je suis en train de meubler, je vous dis la vérité. Je sais pas sur quoi je vais lancer cette émission. Donc, je suis en train de sortir des phrases random pour un peu animer le
le navire là pour mettre du fuel dans la machine. Mais ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de faire le point sur les grandes news qui ont on va dire les derniers progrès, les dernières news que l'on a eues dans l'écosystème Cosmos. En l'occurrence, il y a eu le lancement de l'ICS, ou Interchain Security. Pardon? Replicated Security. Replicated Security, à ne pas confondre avec Mesh Security et d'autres approches qui sont proposées par d'autres boîtes. Et donc, ça a été lancé avec pour premier candidat, première blockchain consommatrice de sécurité du hub, Neutron. Neutron, voilà, vous avez peut-être bénéficié de cet airdrop, ça a fait quelques vagues. Et voilà, curieux d'avoir le ressenti de la communauté sur ce lancement et de validateurs, podcasters, VCs sur cette question-là. Et qu'est-ce que vous pensez de la suite, de l'ajout de Duality, de Stride et d'autres systèmes avec la formule ICS, tout simplement? Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va sauver le hub ou Atom? C'est un pari risqué, c'est une question un peu risquée. Si on fait le tour, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Neutron, c'est une plateforme de smart contract. On pourrait la comparer assez facilement à Juno, sauf que la différence, c'est que, bon, on va dire que Neutron, ils ont choisi une perspective directe, c'est aller à l'endroit où il y a le plus d'argent. C'est le Cosmos Hub, c'est la chaîne avec le plus de sécurité, c'est là où il y a le plus d'argent. Nous, on veut se connecter direct avec. On vient de Lido, c'est des gars de P2P aussi, donc qui ont aussi un validateur sur le hub, donc qui connaissent bien et qui travaillent sur pas mal de projets reliés justement au Cosmos SDK. Ils ont fait le choix d'aller un peu plus direct. Et je pense qu'au final, c'est quand même quelque chose d'assez bien, qui met une grosse concurrence directe à Juno, parce que Juno, au final, ils sont là depuis le tout début. Ça a été une des premières blockchains à se monter sur le Cosmos SDK et se connecter via IBC. Mais derrière, au final, bon, quelle est la valeur qu'ils vont apporter au hub? Si ce n'est que créer leur plateforme de smart contract, des DAO, etc. Si ce n'est ne pas se connecter et rester un peu dans leur coin. Donc, je pense que Neutron a pris un peu cette initiative de dire: «OK, nous, on va être les premiers. On va essayer de justement prendre ce cap-là et de dire: "Bah, en fait, les gars, c'est nous. C'est nous la plateforme de smart contract, c'est pas Juno et donc du coup, vous allez, devoir passer par nous"». Donc bah, bien. Et si vous n'avez pas regardé, allez check sur le website de Neutron. Il y a l'airdrop à claim si vous êtes des Atom stakers. Donc n'hésitez pas à venir claim, votre airdrop. Et en tant que validateur, le seul truc que j'ai à dire, c'est que moi, j'ai pas trop participé au testnet. Ibrahim pourra peut-être vous parler justement de la participation au testnet qui était un peu chaotique. Et au final, moi, j'ai testé une fois, ça marchait pas. J'ai testé une deuxième fois, juste avant le lancement, ça marchait. J'ai dit: «OK, fine» et voilà, ça s'est très bien passé, il y a pas eu de problème. Je pense que c'est intéressant ce que tu dis et le pari je pense que le pari est surtout très intéressant. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est le début de quelque chose qu'on attend depuis longtemps dans l'écosystème Cosmos, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui communément appelé le Atom Economic Zone. Jusqu'à présent, je pense que la communauté de manière globale avait se poser des questions sur l'utilité du Cosmos Hub, sur l'utilité d'Atom. Et ça fait depuis l'année dernière et le proposal Atom 2.0 qui a énormément de débats dans la communauté sur l'utilité du hub. Et là, on commence à voir les premières étapes d'une zone économique Atom où le hub sécurise un ensemble d'applications qui sont en effet des chaînes qui partagent la sécurité d'Atom, des applications qui permettent de créer un écosystème d'applications décentralisées. Donc là, on a la première couche, qui est la première brique, si vous voulez, qui est Neutron, qui permet de développer des applications en Cosmos Wasm. Rappelez-vous, il y avait eu un proposal, je pense qu'il y a 2 ans, 69. on avait voulu, proposal 69, où on avait voulu mettre le Cosmos Wasm sur le hub, mais ce n'était pas passé. Là, on extrait la VM sur une deuxième chaîne, ce qui permet quand même d'avoir des smart contracts sécurisés par le hub. Les prochaines étapes, ce sera Noble, notamment, qui sera la chaîne qui va permettre de déployer l'USDC et d'autres stablecoins. On a parlé de Duality, on a parlé de Stride. Donc,
tout cet ensemble d'applications vont créer un espèce d'écosystème, on espère, un écosystème qui vont attirer de la valeur, qui vont attirer de la liquidité, qui vont attirer des développeurs et qui, on espère, enfin, feront en sorte que la zone Cosmos Hub continue à avoir une utilité en tant que couche de sécurité de ces différentes applications. Donc, moi, je suis assez bullish sur cette thèse. Après, dans l'exécution, voilà, il y a encore des zones d'ombre. Mais si je peux dire, je parlais avec Zaki Magnan de Strangelove, de Inclusion et Sommelier il y a quelques jours. Et en gros, ce qu'il disait, et je pense qu'il a dit ça aussi à Gateway, j'y étais pas, mais j'ai entendu parler de son talk. En gros, on a 12 mois pour savoir là si l'atome et si l'écosystème Cosmos peut survivre et peut continuer à être relevant dans l'écosystème crypto de manière générale. Et je pense que là, c'est le début, on va dire, de ce countdown, hein, et où il y a encore pas mal de boulot à faire pour assurer la viabilité de l'atome. Ibrahim, t'en penses quoi? Ouais, du coup, je pense que Adrien et Seb ont très bien résumé un peu dans l'ensemble comment ça se passe, mais concernant par rapport au testnet Neutron, c'est vrai que ça a été assez difficile au début. L'orchestration, c'était assez archaïque, un peu en organisation. Mais au final, tout s'est arrangé et on va dire que le mainnet a été une date butoir finale décidée parce qu'en fait, il faut passer une proposal sur le hub pour pouvoir être ICS, Implicated Security. Et du coup, ils ont un délai pour déployer la chaîne. Et du coup, ils ont respecté ce délai-là pour déployer la chaîne. Là où Neutron, en fait, a un peu le même cœur de métier que Juno, c'est-à-dire être une plateforme de Layer 2 où on pourra déployer les smart contracts. Layer 1, on pourra déployer des smart contracts pour Layer 2. À la différence que, effectivement, le Cosmos Hub a énormément de liquidité. C'est ça qui va attirer les développeurs dessus. Et ce que n'a pas actuellement, notamment Juno ou d'autres chains. Et bien sûr, il y a d'autres chains qui arrivent, notamment Stride, qui est en fait le liquid staking. Il faut savoir que c'est un peu une suite logique des choses parce que Stride avait leur plus grosse pool de liquid staking, c'est du ST Atom qui est du Atom liquide, quoi, stacké. Et du coup, en fait, c'est la plateforme en fait de liquid staking de l'écosystème Cosmos. Donc, je trouve ça tout à fait logique qu'elle passe en ICS après sur le hub pour attirer de la liquidité et donner de la liquidité aussi au hub, en fait, apporter de la valeur au hub. Si ce n'est parce qu'en fait, finalement, ça sera aussi déployé sur d'autres. En fait, s'ils ne font pas ça, ça sera déployé par exemple sur Neutron ou d'autres. Parce qu'on pourra faire du smart contract, un smart contract qui va faire du staking sur Neutron aussi. Et du coup, en fait, c'est un peu une suite logique pour eux. Et ils ont développé pas mal d'outils. Et c'est une team super qu'on suit depuis le début. Donc, vraiment, je suis très, très bullish sur Stride. Et concernant Duality, je crois que tu avais nommé Duality, oui, c'est un DEX qui va être développé. À voir en fait comment ils orchestrent ça, mais je pense que ça aussi, ça va être intéressant. Ça apporte une autre vision des DEX qu'on a aujourd'hui. Il y en a pas mal qui arrivent, notamment, ils sont un peu tous dans le même secteur d'activité, que ce soit Nibiru, Duality. C'est en fait la partie DeFi est assez large. Mais en fait, l'idée générale, c'est comment apporter de la liquidité au hub. Et ça passe notamment par des brises, Ethereum, etc. Et donc, c'est implémenté de plus en plus. Donc, on va dire un peu affaire à suivre pour le reste. Justement, notamment, Sébastien dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a Noble qui va déployer l'USDC. Donc, ça permettra déjà d'éviter une première faille de sécurité au niveau des bridges sur l'USDC, qui va être natif sur le hub, enfin, qui va être natif sur une chaîne qui pourra après être bridgé avec IBC sur d'autres chaînes. Et pour une petite news récemment que je viens de lire, l'USDT, donc les EtherUS, ce sera déployé sur Kava, qui est aussi une chaîne du Cosmos Ecosystem. Donc finalement, on aura Kava avec l'USDT et Noble avec l'USDC. On aura les deux principaux stablecoins crypto bientôt disponibles dans l'écosystème. Donc c'est un peu l'idée est là, c'est-à-dire que faire au fur et à mesure apporter de la liquidité, apporter de la valeur à l'écosystème Cosmos en général et en particulier au Cosmos Hub. C'est vrai que si on prend un peu de recul et on regarde l'écosystème des cryptos en règle générale, il y a différentes solutions pour déployer son propre environnement. Il y a
les roll-up as a service ou les L3 à déployer en un clic avec Conduit ou Altlayer, etc., même si pas mal de ces solutions sont toujours pas en production. Mais bref, il y a Sovereign Labs, on peut forker la stack d'Optimism et presque hériter de la sécurité d'Ethereum avec d'autres trust assumptions qui viennent dans la boucle. Mais c'est assez, voilà, c'est quelque chose qui semble aussi avoir le vent en poupe. Et d'un autre côté, on a la possibilité de construire sa propre chaîne avec le Cosmos SDK. Mais dans ce cas-là, on est responsable de l'onboarding des validateurs et du lancement d'un token et de créer, voilà, d'avoir des incentives pour avoir suffisamment d'opérateurs qui sécurisent la chaîne et avoir une sécurité économique décente. Ou sinon, aujourd'hui, on a l'option d'hériter directement de la sécurité économique du Cosmos Hub, qui est de 2 ou 3 milliards de dollars, en payant un petit loyer, une sorte de rent pour avoir le droit d'en bénéficier. Et le point qui est intéressant, c'est que on a l'introduction, l'arrivée pas de la liquidité, mais des outils qui vont permettre plus de business logic, use case, comme Noble qui va permettre la tokenisation de plein d'actifs, comme l'USDC de Circle, et l'USDT via Kava, c'est intéressant. Et, mais est-ce que ça va suffire? Difficile à dire. Pour ce qui en est du liquid staking, je pense que Quicksilver fait le bon choix parce que c'est vrai qu'avoir des centaines de millions de dollars stakés, liquid stakés sur une blockchain indépendante qui a 50 millions de dollars de sécurité économique, ça peut être préoccupant. Et la manière la plus harmonieuse peut-être d'introduire le liquid staking sur un système comme Cosmos, c'est peut-être de le faire via l'ICS. Mais ça vient aussi avec un Tu lot voulais dire de... Stride, parce que j'ai entendu Quicksilver. Ah non, j'ai dit Stride qui a fait ce Ah, ok, choix-là. oui. Non, mais il pense à ses bagues, tu vois, donc l'autre Quicksilver, c'est lui, mais en fait, c'était Stride. Je suis pas le seul, j'ai entendu Quicksilver au début. Ouais, non, t'inquiète. Ok. C'est pour ça que je me disais, pourquoi peut-être Non, qu'ils vont le faire aussi, Stride, mais ouais, Stride, ouais, ok. autant pour moi, mais je pense que beaucoup de protocoles de liquid staking sur Cosmos auront vocation peut-être à partir sur une chaîne ACS que de rester dans leur coin. Et bref, il y a de plus en plus de primitives qui se développent, de choses qui arrivent, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et donc, Neutron est en place. C'est une plateforme qui permet de déployer toutes sortes de contrats en utilisant le module Cosmosm. Et Neutron Neutron hérite de la sécurité économique du Cosmos Hub. Et en échange, Neutron préserve ou du moins garde une partie des gas fees générés par la plateforme pour payer les stakers d'Atom. Très bien. Qu'est-ce que ça introduit comme problème pour le Hub? Enfin, problème, pas forcément, pas dans tous les contextes, mais vu qu'il y a une nouvelle chaîne, les opérateurs du réseau doivent maintenir un nouveau voilà, client Neutron. Et donc, ça implique plus de coûts en bande passante, en hardware, etc., et plus de ressources humaines. Donc, ça augmente un peu la barrière à l'entrée pour être validateur sur le Cosmos Hub, et ça réduit les profits escomptés potentiels pour les gens qui sont en bas du validator 7, parce que c'est quand même, voilà, c'est plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros pour ceux qui utilisent GCP par mois. Donc c'est quand même beaucoup de ressources à mobiliser que d'être validateur sur le Cosmos Hub. Mais en tout cas, il se passe pas mal de choses et reste à voir en gros comment ça va se développer. Vous pensez qu'à la fin de l'année, on aura combien de chaînes qui utiliseront ICS? Je pense 3. 3. Ouais, t'es pessimiste, hein. C'est soit 0, soit 6 ou 7. Non, mais il y en a déjà une, je pense que. En fait, sur le fait que Sam, tu as raison, c'est que tout simplement, tu doubles les coûts. À chaque chaîne, tu doubles les coûts. En fait. Enfin, tu rajoutes x1 une chaîne, quoi. C'est à peu près ça la valeur, enfin, en coût budgétaire. Mais après, encore une fois, c'est là où il faut faire très attention. Et moi, on essaie d'éduquer les gens sur les proposals à prendre que les chaînes qui apportent de la valeur, à la valeur réelle. Parce que si demain quelqu'un veut se lancer à ICS, c'est pas un nouveau projet qui débarque de nulle part ou qui n'a aucune valeur ajoutée pour le hub ni pour lui-même ou qui va pas juste, enfin, on en a plein ça sur le Cosmos Hub, sur le Cosmos écosystème des chaînes qui tournent comme ça dans le vide. Bah là, ça sera juste, comme tu l'as dit, ça sera des coûts pour rien et finalement les validateurs qui seront en bas du set ou même des gens qui ont des budgets assez serrés ne pourront pas les faire tourner. Et on sait qu'un slashing, c'est un slashing partout. Donc tu te fais slash sur une ICS, tu te fais slash partout. Donc c'est
c'est un peu un dilemme qui te double. Ouais, après, les périodes sont quand même vachement plus larges, hein. On va dire, sur une période classique, on est plus sur du 15 000 blocs sur une blockchain avant un slash. Sur ICS, on est plus sur 150 000, je crois. Ça a vocation à être réduit, hein. C'était Ouais, pour c'est le vrai. lancement. Mais pour le C'est lancement, c'est vrai que c'est quand même honnête, hein. On parle quand même de à peu oui, près 160 heures, je 3-4 crois. jours. Ouais, 3. Non, enfin, je crois que c'est 4-5 jours. 4-5. Je voulais juste peut-être parler de l'aspect sécurité économique, parce que je pense que c'est une dimension qui est qu'il faut pas négliger. Aujourd'hui, Juno, on est à 53 millions de tokens stakés sur 80 millions, et à 27 centimes le token, ça fait un peu plus de 10 millions de dollars de sécurité sur la chaîne. Si on prend l'Atom, on est à 245 millions de tokens stakés sur 350 millions de tokens. Et avec un prix du token à quasiment 9 dollars, ça fait un peu plus, enfin, ça fait 2,2 milliards de dollars de sécurité. Alors, mettez-vous à la place le use case prédominant sur Juno aujourd'hui, je pense, c'est DAO. Donc, c'est cet outil qui permet de lancer des DAO, des wallets en multisig. Voilà, c'est une espèce de Gnosis Safe, si vous voulez, pour l'écosystème Cosmos. Super logiciel, enfin, super stack, et qui est très utile pour tout un tas de use cases. Aujourd'hui, si vous voulez, je sais pas, par exemple, lancer un fonds d'investissement décentralisé ou sécuriser des tokens d'une de votre protocole, par exemple après votre levée de fonds, ou si vous voulez lancer un espèce de multisig, même pour sécuriser vos tokens à vous, 10 millions de dollars qui sécurisent ces tokens, il faut vraiment se poser la question, quels sont les enjeux. Voilà, vous n'allez pas mettre 5 millions de dollars en USDC ou en Atom sur Juno, alors qu'il y a 10 millions de dollars qui sécurisent la chaîne. Ce serait totalement absurde. Par contre, on peut envisager que sur Neutron, on aura DAO de déployer. D'ailleurs, tout le système de gouvernance qui est assez intéressant d'ailleurs sur Neutron utilise un fork de DAO. Là, vous posez moins la question de la sécurité de la chaîne quand vous savez que c'est la sécurité d'Atom et les 2 milliards de dollars d'Atom qui sécurisent cette chaîne. Donc, je pense que c'est vraiment un truc à prendre en compte lorsqu'on développe un use case, c'est quelle est la sécurité de la chaîne. Et là, actuellement, Juno, la sécurité est pas énorme. J'espère que ça va changer. Rappelez-vous que au top du bull market, Juno était à 40 dollars, en espérant que ça revienne, mais surtout pour les token holders. Mais voilà, je pense que c'est important vraiment de comprendre la différence, le gap en fait entre la sécurité de Juno et la sécurité de Neutron, qui est lui-même sécurisé par Atom. Je vais faire des signes comme ça. Donc là, c'est le deuxième shilling de bag qu'on a entendu en un épisode. C'est intéressant ce qu'a dit Sébastien, parce qu'en fait, n'importe quel projet qui va chercher à déployer, désolé si vous entendez des avions, c'est pour Ruby qui est en train de travailler derrière, là, parce que il y a les avions de chasse qui sont en train de passer à côté. Mais du coup, je disais, en fait, la partie en fait, sécurité est très importante. Juno, ils ont loupé une coche, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à avoir un réel produit qui va être décisif pour leur chaîne. Ils ont fait juste une plateforme de smart contract décentralisée et permissionless. Ils ont loupé un peu cette coche-là. C'est un peu à l'époque Terra qui avait bien marché sur ce secteur d'activité-là. Mais après, concernant DAO, comme l'a dit Sébastien, il y a un fork qui va être déployé sur le hub, notamment Neutron, justement, parce que c'est du CosmoWasm. C'est pas vraiment un fork, c'est juste parce que le code c'est à peu près le même, on va pas se mentir. Hein, c'est un replace chain ID et tu le déploies. C'est pas très complexe. Mais ça reste du CosmoWasm et effectivement, peut-être ça sera intéressant de déployer des DAO après sur le hub décentralisé qui vont être des entités indépendantes pour, je sais pas, par exemple, aujourd'hui on a un Atom Accelerator. Si demain on devait refaire la chose, peut-être qu'on aurait pu créer un DAO sur DAO et mettre les fonds dessus et faire toute la sécurité, et tout ce qui se passe, enfin, créer les wallets dessus, etc. et faire toute la partie DAO dessus. Ce qui n'était pas possible,
ce qui n'est pas possible aujourd'hui notamment. Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, hein. Ce qu'il faut voir, c'est vendez pas non plus vos bagues, hein, faut pas. On n'est pas là pour vous faire panique non plus, hein, genre c'est peut-être pas terminé pour Juno, on n'en sait rien, hein, mais c'est vrai qu'au niveau de l'exécution, bon, c'était un peu plus à désirer, quoi. Juno a fait pas vraiment une mauvaise exécution, c'est-à-dire qu'ils ont donné des fonds un peu à droite, à gauche, pas suivi assez les projets qu'ils ont grantés. C'est ça. Après, bon, je vais pas, on va pas refaire l'histoire, mais ouais, il y a une mauvaise gestion, on va dire, des fonds et une discorde interne qui découle un peu aujourd'hui sur le prix. Ouais, mais par contre, il y a énormément d'innovation. Je suis pas à l'écosystème Juno de très très près, mais genre, DAO c'est quand même un repo qui est hyper intéressant et hyper utile pour l'écosystème et qui est réutilisé et c'est venu de DAO, enfin c'est devenu de Juno tout ça. Donc en fait, à minima, on aura eu DAO. C'est venu d'un fondateur un peu, c'est Jack Hartal qui a fait ça. Mais Ouais. oui, effectivement, au minimum, on a réussi à une partie. Ouais, c'est les avions. Hein. Attention, on va te bombarder là, fais gaffe. Ah, Mais non, clairement. En fait, la question qu'il faut se poser aussi, je pense, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a plus intérêt à construire son propre roll-up, à faire un fork d'Optimism, ou à apply à l'ICS et éventuellement avoir son dossier accepté, ou est-ce qu'on part sur sa propre blockchain pour faire ses preuves, et puis après, on rejoint ICS. Je pense qu'il faut surtout mesurer les coûts que ça implique et se dire qu'est-ce qu'un projet, on va dire, quel chemin un projet X, Y ou Z prendrait pour construire son protocole, son écosystème? Est-ce qu'il partirait sur de l'EVM avec un roll-up et toutes les garanties que ça implique et peut-être les barrières et les difficultés que ça implique aussi? Ou est-ce qu'il ferait sa propre blockchain via ICS, ce qui n'est pas simple, parce que si c'est un outsider et qui dit bonjour, j'arrive, je veux être consumer chain, il peut se prendre un nom parce qu'il y a de la politique. Ouais. Et il y a des résultats à pouvoir, enfin, qu'il faut montrer, ou est-ce qu'il peut faire son roll-up et là, bah, tant qu'il paye sa call data, tant qu'il paye son block space sur Ethereum, tout, tout va bien, quoi. Je pense que là-dessus, il y a déjà la question de l'ICS et quel est l'écosystème d'applications qui vont apparaître, qui va apparaître au niveau de la zone économique atome, de la Economic Zone. Sur ce point-là, j'espère, et je pense que c'est la volonté de tout le monde, que la gouvernance Atom fasse un choix assez curated des applications qui vont se développer là-bas et qui vont se déployer là-bas. On ne voudrait pas un espèce de chihuahua useless qui viennent qui viennent se déployer sur l'Atom Zone. Non, je rigole. Non, mais voilà, faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment protéger le Atom Economic Zone au maximum et s'assurer que toutes les applications qui sont déployées sur la sécurité Atom soient vraiment alignées avec la vision et le business development, qui n'existe pas vraiment, mais on espère qu'il va se développer, et les investissements, etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment utile et c'est important de curate vraiment les applis là-bas. Après, sur la question de comment déployer son application et quel est le choix d'architecture, moi, j'ai un framework auquel j'ai pas mal réfléchi autour de ça. Et bon, je suis pas le seul à avoir cette idée, mais je pense qu'il faut voir tout ce qui est roll-up, app chain, etc., un peu comme différents niveaux de souveraineté pour une application, mais qui ont aussi des coûts. Et j'aime bien comparer au développement d'applications web. Aujourd'hui, si on veut développer une application web, une application ou un site, on peut très facilement lancer son site sur Squarespace ou sur Wix ou Webflow. On a très peu de barrières à l'entrée, un coût très faible, mais assez peu de souveraineté sur toute la stack. C'est-à-dire qu'on a accès au front-end, on peut faire un petit peu de programmation, mais toute la stack infrastructurelle en dessous, on n'a pas accès. Et pour moi, ça s'apparente à un smart contract. Voilà, un smart contract sur Neutron ou sur Ethereum, où finalement on est assez dépendant de toute la stack technique et la sécurité du système sous-jacent. Si on va une couche plus loin, on peut envisager par exemple un settlement roll-up. Donc c'est un roll-up où on settle nous-mêmes, mais par contre où
pardon, un execution rollup où le settlement et toute la data availability et donc la sécurité, on n'a pas accès. Donc un coût un peu plus élevé, avec un peu plus de souveraineté sur le state de sa chaîne, mais assez peu de souveraineté sur toute la stack. Ça s'apparente pour moi à déployer sur du Digital Ocean, du Vercel, et voilà, où on a accès à la VM, mais on n'a pas accès à toute la stack en dessous. Après, on peut aller une étape plus loin. Peut-être qu'Adrien, côté technique, vous aurez peut-être des commentaires là-dessus, mais on peut aller une étape plus loin. On peut faire un sovereign rollup où on a beaucoup plus de souveraineté, mais le consensus et les availability ne sont pas à notre portée. Et après, encore plus loin, c'est développer son app chain. Et là, l'équivalent du monde Web 2, entre guillemets, c'est Google, c'est Amazon, c'est Netflix qui déploient leur propre data center et qui maîtrisent toute la stack, qui maîtrisent toute la chaîne, qui déploient des underwater cables, enfin des câbles sous-marins, etc. Voilà. Bon, donc avec des coûts très élevés, mais des économies d'échelle, un contrôle total sur toute la stack et sa souveraineté. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir comment on peut passer d'un modèle à un autre. Voilà, comment on peut faire pour faire évoluer son application en passant par un smart contract, ensuite un rollup, et ensuite éventuellement une app chain. Ouais, bah, du coup, dans l'idée, c'est un peu ce que je voulais résumer d'une façon un peu différente, du coup. Parce que là, du coup, tu avais une view genre un peu plus réelle, on va dire. Mais sur la partie vraiment, on va dire, de la théorie de l'AppChain, qui a été un peu lancée au lancement d'IBC, tout le monde s'est dit, waouh, j'ai un token sur une chain, j'ai envie de pousser plus loin que ce que Ethereum m'offre, par exemple. Donc, j'ai pas envie de lancer mon token ou j'ai déjà un token de lancer. Donc, je crée, je crée ma blockchain avec mon application, théorie de l'AppChain. C'est vrai que maintenant, on pourrait se dire, effectivement, est-ce que, au final, rien qu'au niveau des coûts, que ce soit au niveau de l'infrastructure ou autre, est-ce que c'est rentable pour une équipe de faire ça? Heu, la première théorie, c'est oui, dans le sens où on peut facilement créer une narrative et lever assez de fonds pour ensuite accumuler une équipe et gérer cette infrastructure. La deuxième théorie, c'est non, parce qu'en fait, ça coûte très cher et c'est quand même dur de lever, ça reste quand même bien la tête du client et si tu es très bon, pour faire une levée de fonds. Donc au final, ce qui est très bien, c'est que sur une année, quasi 2 ans, plutôt 2 ans même d'ailleurs, on a vu vraiment comment ça a évolué. Là, on a à peu près une 70aine de blockchains. Les gens sont toujours dans la narrative, on est très early, c'est du test, il y en a beaucoup de chaînes qui tournent, on gagne pas d'argent, en tant que validateur, mais c'est pas grave, on est là pour la tech, on est là pour aider les gens et voir un peu comment ça évolue. L'idée justement par exemple de se connecter avec, Replicate Security sur le hub, on a la sécurité potentiellement plus simple parce que du coup, il y a pas tous ces frais d'infrastructure, ça va être géré, un peu différemment, donc plus simple. La grande théorie, ça va se dire, qu'est-ce que vont devenir en fait toutes ces chaînes? Est-ce que ces chaînes vont juste se déporter en fait comme Ethereum à l'époque, devenir des simples tokens sous neutrons par exemple, pour bénéficier quand même de la sécurité d'Atom, repartir sur des projets sans coût d'infrastructure mais uniquement de développement, et ensuite à terme faire comme des projets comme DIDX, Maker et cetera qui sont en train de se dire: «Nous c'est bon, on a assez d'argent, on peut très bien créer notre propre blockchain et ensuite, se démerder quoi». Heu, Là, je pense qu'on va arriver en fait dans un peu cette théorie de se dire: «OK les gars, quel choix on priorise?» parce que, actuellement en fait, on en est à ce stade-là, quoi. En fait, c'est assez intéressant ce que tu dis et on le voit avec DYDX, on le voit avec Frax qui a annoncé la Frax Chain et on peut même imaginer qu'Uniswap, pour sa V4, devienne son propre roll-up et ça pourrait presque avoir du sens, enfin, ça peut impliquer plein de choses. Ils peuvent s'amuser à capturer toutes les MEV sur leur propre roll-up en mettant un single sequencer. On peut imaginer plein de Ils sont choses de fait ce troll, hein. genre-là. Ils sont fait troll Pardon? par les mecs de IBCI++, en disant: «Bah les gars, c'est cool votre V4, mais en fait ce que vous faites, on peut déjà le faire et on peut même mieux faire». Ah, j'ai pas vu, j'ai juste, compris qu'ils avaient ajouté ces hooks et que ça permettait d'automatiser certaines actions selon, le point sur la courbe et cetera. Mais ouais, il y a un peu une sorte de séparation qu'on observe entre les différents projets. Bon, tu commences en Ligue 3, tu tâtonnes, tu es un smart contract sur la BSC et tu es market fit, ça se passe bien. Donc tu tentes peut-être par la suite de faire ton propre roll-up.
Et après peut-être que tu pars sur, ton enfin, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut guider les choix et comment les gens peuvent migrer d'un système 1 vers un système, voilà, vers leur propre chaîne souveraine, et cetera. Et et puis ouais, non, clairement, clairement, clairement. Et puis ce qu'on a sur les consumer chains qu'on n'a pas encore au niveau des roll-up pour le moment, c'est que bon, sur les consumer chains, on a directement un il y a pas d'in-between avec un séquenceur qui batch la data et qui l'envoie et qui peut capturer la MEV, qui peut faire telle ou telle chose et ça a même des implications légales, je pense aux yeux de certains régulateurs, ce genre de choses. On n'a pas cette interface qui va poster de la data sur un réseau qui est presque neutre. Heu, Alors que sur les roll-up, le problème de décentraliser les séquenceurs ou les provers et cetera, il est loin d'être résolu et je pense qu'il faudra encore 1 ou 2 années avant que des solutions comme, je sais pas, Astria ou The Radius ou blablabla arrivent sur le marché et ça coûte très cher de décentraliser un séquenceur. Il faut de la R&D et pour ça, il faut lever des fonds. Donc il faut idéalement, voilà, il faut c'est très difficile. Donc clairement, ouais, c'est intéressant. Si je peux, juste par rapport à, parce qu'on parle un peu de DYDX et, euh, et la vision des app chains, ce qu'on remarque avec DYDX, c'est assez intéressant, c'est que voilà, on parle depuis le début de cette vision de l'app chain qui a été un peu propulsée par IBC et l'équipe Cosmos au début. Cette vision, elle est valable pour un certain nombre d'applications qui peuvent générer suffisamment de revenus pour se payer toute la stack et se payer la sécurité. DYDX en fait partie. Bon, peut-être que Maker le fera aussi, bon, on espère. Par contre, DYDX, alors même si DYDX utilise la stack technique et est aligné avec la vision, ne s'approprie pas du tout le branding Cosmos. C'est-à-dire que dans la communication DYDX, on ne parle pas vraiment de Cosmos, l'écosystème Cosmos. Voilà, on parle de l'app chain DYDX. Et donc, ils se sont un peu, ils ont un peu fait l'écart en fait du branding. Et je pense que c'est une question, ça nous mène sur une autre question dans l'écosystème, c'est quoi Cosmos? Et nous, en tant que fonds, je peux vous dire le nombre de personnes qu'on pitch, notamment des investisseurs qui nous disent « Ah, vous êtes un fonds Cosmos ». Bah oui et non, parce que Cosmos, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que c'est le Cosmos Hub? Est-ce que c'est l'écosystème d'app-chain qui utilise le Cosmos SDK? Est-ce que ce sont toutes les applis qui utilisent Cosmos Wasm? Est-ce que c'est le IBC Network? Voilà. Et demain, je pense que demain, on va utiliser certaines briques de cette stack pour une appli, mais pas les autres. Par exemple, il y a des mecs sur Avalanche qui sont en train de lancer un subnet pour faire de la VM Move, qui veulent a priori intégrer IBC voilà, plus tard. Est-ce que c'est du Cosmos? Je pense que cette question, elle se pose vraiment, et il y a tout un questionnement un peu existentiel dans l'écosystème aujourd'hui de qu'est-ce que c'est Cosmos et que représente ce branding. Et moi, j'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que c'est Cosmos? Je vais y aller. Du coup, en gros, c'est quoi? C'est une question philosophique ou? C'est grave. En vrai, Cosmos, en fait, aujourd'hui, concernant Cosmos, le principal, le plus gros souci pour moi déjà, c'est qu'on a appelé l'atome, le symbole et l'atome, et on a brandé Cosmos Hub comme le Cosmos, parce que quand on réfère à un projet, on est tout le temps référé à Cosmos. Alors que, en fait, il y a la partie produit qui est en fait le Cosmos Hub qui a développé le software pour lancer des blockchains, donc c'était l'Internet des blockchains. Et en fait, il y a d'autres app chains qui sont venus se connecter, d'autres blockchains indépendantes, notamment les plus connues. La plupart des gens les connaissent, Osmosis. Avant ça, même une qui était très connue qui s'appelle Terra. Et Terra aussi, notamment, ce que tu rejoins un peu ce que tu dis, faisait aussi leur propre branding. Ils ne se mettaient pas trop en avant. Ils ne disaient pas qu'ils étaient Cosmos. Ils disaient que voilà, on a nos propres trucs, alors que pourtant, ils utilisaient toute la stack Cosmos en passant par le Cosmos SDK, Tendermint et même Cosmos Wasm.
Tu as les tout à premières fait versions raison, de ouais. Cosmos. Mais je pense que ça, c'est plutôt un choix politique ou une décision interne prise par les projets, ou même parfois, certains projets ne veulent pas être catalogués, Cosmos parce que ne veulent pas faire la confusion, ce qui est compréhensible parce qu'en fait, quand aujourd'hui on dit Cosmos, on dit: «Ouais, je développe sur Cosmos», on aurait réfère directement à Cosmos Hub. Alors, effectivement, il y a des chaînes qui utilisent le Cosmos Hub, mais qui utilisent, pardon, le produit du Cosmos Hub, mais qui ne sont pas référés forcément au Cosmos Hub ou qui n'ont peut-être pas du tout d'interaction, directe avec le Cosmos Hub. Un exemple très très simple, c'est par exemple Indictif qui fait un order book qui est l'un des, je crois qu'ils sont parmi les top tokens aujourd'hui aussi, qui font un order book et qui utilisent le Cosmos SDK. Ils ont l'un des block time les plus rapides, aujourd'hui sur le Cosmos SDK. Il y a d'autres chaînes qui arrivent après qui vont faire à peu près le même, secteur d'activité, que c'est notamment Sei. Mais ils utilisent en fait la partie tech, l'outil, le code source qui est open source, mais ne veulent pas forcément être affiliés au Cosmos Hub ou notamment à la Tech Cosmos, parce qu'ils développent vraiment leur propre produit indépendant et qui est parfois même un fork qui va au-delà de ce qui est, déjà développé. Donc ça, c'est vraiment, au choix du projet, de s'orienter ou pas, comment il le souhaite. Ouais, je En pense fait, que moi, je généralement, en fait, au final, à the end, ils finissent par dire qu'ils utilisent Tendermint et c'est tout. Voilà, ils parlent pas du Cosmos, ni SDK ni rien, ils disent: «Voilà, en nous on fait, utilise Tendermint, on l'a boosté, quoi». c'est ça, même la BSC, il me semble, a utilisé Tendermint. 40 000 blockchains utilisent Tendermint sans nécessairement le Polygon. marketer. Moi, Polygon, je ouais. pense que c'est surtout une sorte, je sais pas si vous vous rappelez, c'est tout est une question de politique et de signal que tu veux envoyer et de la relation économique que tu as avec Ethereum Mainnet. Si pour passer de ta chaîne, il faut, passer par un bridge avec des trust assumptions et il y a pas mal de conversions à faire dans la boucle pour pouvoir communiquer avec Ethereum, eh ben, on peut considérer que tu es dans la faction du Cosmos, avec toutes les implications que ça peut avoir. En l'occurrence, peut-être que voilà, tu n'auras pas du code EVM ready, enfin pour l'EVM qui va être forqué pour être déployé sur ton système. Tu n'auras peut-être pas de l'intérêt de la part de certaines personnes qui manipulent beaucoup de liquidités, qui sont fidèles à Ethereum. Et rappelez-vous de 2020 de la POS Chain, alors que la BSC faisait un ravage en termes d'environnement EVM compatible peu cher. Polygon est arrivé avec la POS Chain en ayant cette narrative et ce message Never giving up on Ethereum. C'était à la fin de pseudo de tous les founders et les core développeurs de Polygon, alors que Polygon, c'est un multisig bridge avec une POS chain et plein de défauts qu'on peut lui trouver aujourd'hui. C'est clairement pas state of the art par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui, certes, mais ils ont réussi à capter énormément de liquidités, de soutien d'Ethereum Foundation et d'autres stakeholders et personnes importantes de cet écosystème, juste avec un message. Donc ils se sont revendiqués Ethereum-esque, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de blockchains qui peut-être essayent d'éviter une association peut-être trop prononcée avec Cosmos pour éventuellement avoir de meilleures dispositions, être dans de meilleures conditions pour attirer des personnes qui viennent du monde d'Ethereum. Parce que quand on pense à Ethereum, on pense à liquidité, on pense à énormément d'users, on pense à. Et je pense que, en gros, pour quelque chose soit labellisé comme Ethereum Aligned, il faut que ce soit un roll-up ou un L3, ou alors un Alt L1 qui a pour projet de faire des trucs pour Ethereum. Genre acheter du block space parce que dans la roadmap, il y aura un truc pour. Ok, interesting. Alors que si tu es une blockchain, Cosmos, tu as envie quand même de dire que tu as ABC parce que c'est quand même quelque chose qui est en passe de devenir le standard pour communiquer entre différents systèmes et tu as envie d'en bénéficier. Ça t'ouvre les portes à plein de chaînes Cosmos. Mais tu as en même temps envie d'être prudent et de ne pas être trop identifié peut-être comme une chaîne Cosmos pour pouvoir éventuellement attirer, avoir l'intérêt de personnes qui viennent de l'autre univers. Et c'est un positionnement qui est très difficile à faire et c'est ça qui peut faire toute la différence. Aujourd'hui, moi, ce que je remarque dans le monde de la crypto, c'est il y a pas de fonction linéaire entre la qualité technique d'un projet ou la profondeur de la recherche derrière le projet et son succès ou son utilisation. En fait, c'est juste de la politique. Et si Vitalik ou quelqu'un d'important dit c'est comme ça qu'on doit build des séquenceurs ou c'est comme ça qu'on doit faire des AMM, c'est bien, ou d'autres personnes importantes disent simultanément la même chose,
c'est le king-making process, en fait, dans la crypto. Et c'est pour ça que bien choisir ton environnement d'exécution, tes dépendances, d'où tu sources ta sécurité, ta DA, quelle est ta VM, et cetera. C'est même plus important que les bénéfices purement techniques que tu peux en tirer, à mon sens. C'est qui va être ton ami, et qui va filer ton truc? Et qui est-ce qui va faire en sorte que voilà, je pense que c'est malheureusement et peut-être heureusement, c'est juste ça. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prudence et pas mal de projets qui essayent un peu d'abstraire le côté Cosmos, de leurs produits et de se revendiquer comme amis de tous les autres systèmes ou plus alignés vers Ethereum, et cetera. Parce que finalement, bah, les gens font des jugements juste à cause de certains composants techniques qu'on a sur une blockchain A, B ou C et voilà. Ça va, tu veux quand même rester notre ami, Sam, après ça? Ah non, mais moi j'adore Cosmos. Moi je dis direct. Après moi je fais pas tourner de blockchain, donc je m'en fous. C'est-à-dire que j'ai pas spin up ma propre blockchain, mais je me demande, tu vois, quel est le raisonnement qu'il y a, derrière ces personnes qui passent par cette étape-là? Non, mais tu Est-ce en vrai, que tu très bien résumé le truc, hein. En vrai, tout est une question de narrative et de limite, potentielle à ta narrative, hein. Si tu te consacres qu'un seul truc, bah, tu réduis quand même pas mal tes possibilités, de long terme, et où tu vas ouais. aller, quoi. Genre, si tu dis que Cosmos ou si tu dis encore pire, hein, genre que Chihuahua, oh mon Dieu, hein, genre à quoi tu te limites, hein? Ah bah, d'ailleurs en parlant de Cosmos, il y a des conférences, qui célèbrent cet écosystème. Heu, Partout dans le monde, dont une en Ah, pas France, trop, hein. Pas dans un trop, non? village. Il y a Gateway, je crois, Cosmoverse et Nebular, dans un village au fin fond de la voilà, dans un village gaulois, en fin fond de l'Armorique, une conférence subsiste, se maintient, part pour sa seconde édition et je pense qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui sont basés à Paris. Ce serait intéressant d'avoir un petit roll-up ou plutôt un tour, des lieux, du site, de l'agenda, du website et moi je tenais à ce qu'on en parle parce qu'il y a pas mal de gens qui sont basés sur Paris tout simplement ou qui vont être de passage à Paris et ça overlappe pas avec EthCC. De toute façon, personne n'a un ticket pour EthCC, donc il faut réfléchir aux Alors, alternatives. Bah, oui, ouais, donc merci. Bah, effectivement, donc on organise Nebular Summit pour la 2e édition cette année. Je sais pour ceux qui étaient là l'année dernière, je pense que vous êtes probablement au courant, mais pour ceux pour qui Nebular Summit, bah, c'est la première fois dont nous vous en parler. Bah, j'espère que vous allez venir. Donc Nebular Summit, c'est la conférence pour les interchain builders. Il y a pas mal de conférences dans l'écosystème Cosmos, hein, on n'est pas les seuls. Il y a évidemment Cosmoverse, il y a évidemment Gateway et pas mal de conférences, notamment Modular Summit qui est organisé par Celestia. Osmocon fait sa conférence. Donc on a des conférences. Ça, c'est pas ça qui nous manque. Par contre, nous, ce qu'on voulait faire et ce qu'on a appris l'année dernière, c'est que il y a un besoin de contenu technique et de contenu technique en profondeur et de discuter de ce genre de sujets dont on parle aujourd'hui, les sujets du branding, les sujets de quel type de chaîne sur lesquelles je devrais déployer en fonction de la taille, en fonction de l'application, etc. Donc tous ces issues qui sont vraiment très très importants dans l'écosystème. Et donc on refait ce Nebular Summit cette année pour ça. Donc c'est le 24 et 25 juillet à Paris. Donc c'est 2 jours de talk techniques. On a décidé de pas faire de panel parce qu'on trouve que la plupart des panels en général voilà, c'est une fois sur deux, c'est pas top. Donc on fait que des talks techniques et des débats. Donc on va essayer de mettre on stage des personnes qui ont des opinions, des opinions qui se confrontent et les faire débattre. Et donc on va parler du Cosmos SDK, de Cosmos Wasm, d'IBC, de MEV, de l'interchain security, de la gouvernance et tous les sujets qu'on adore. On avait une telle demande pour des workshops techniques qu'on a décidé de lancer le bal avec Nebular Hack Day qui se passe le 23, donc c'est le dimanche 23 juillet. Au même endroit, je vous parlerai du lieu dans quelques instants, mais Nebular Hack Day, c'est une journée entière dédiée aux workshops techniques. Donc là, on va avoir Neutron, OKP4, DYDX et Juno et peut-être d'autres équipes qui vont livrer des workshops techniques où en fait, vous venez avec votre laptop, vous lancez la console, vous téléchargez un Git et vous allez déployer un contrat sur Neutron, sur Juno, apprendre à utiliser les systèmes de gouvernance de data de KP4,
utiliser l'API de DYDX. Donc, c'est vraiment des workshops hands-on, techniques, et c'est gratuit, c'est totalement gratuit, le Nebular Hack Day. Vous pouvez apply pour join, mais en général, on accepte à peu près tout le monde tant que vous ayez un minimum de compétences en développement. Donc, inscrivez-vous pour ça. Le lien est sur le site. Et après, le 24-25, là, c'est Nebula Summit. C'est 2 jours de talks. Les places sont pas chères. C'est 79 €. Et je vous dis que si vous allez sur le site ou vous regardez sur Internet, vous allez trouver, il y a des discount codes qui se baladent. Je sais que c'est le bear market, donc on essaie de faire en sorte que ce soit abordable. Tu lâches pas un discount code en live là? On va lancer un discount code, c'est NS-BEAR pour bear market. NS-BEAR, B-E-A-R. C'est le, je sais pas si tu veux mettre à l'écran. C'est le discount code pour le bear market, et là vous avez 25% de réduction sur la place des billets. Et on a aussi on a aussi des places pour les étudiants. Donc, si vous êtes étudiant, envoyez-nous un petit message ici dans le footer et on vous fait la place vraiment pas cher. Donc, si vous regardez un peu la speaker line-up, voilà, on va avoir Charles de la DYDX Foundation, Sonny d'Osmosis, Jake Hartnett de Juno, dont on parlait tout à l'heure. L'équipe de Polymer sera là, Noble, Agoric, Celestia, Lagrange, Cosmology, Neutron, Secret, Penumbra, et j'en passe. On rajoute des speakers quasiment tous les jours. Voilà, le bear market discount, vous l'avez là. Vous pouvez mettre votre adresse mail sur le site et on vous l'enverra par mail, ce sera plus simple. Et voilà, je voulais parler aussi du lieu. Alors l'année dernière, on avait fait à la caserne, qui est une ancienne caserne à Paris. Et cette année, on a voulu changer de lieu. On fait ça à l'Albert School, c'est rue Paradis, en plein cœur du 10e arrondissement, dans un quartier super sympa où il y a plein de restaurants, il y a plein de bars autour. Et c'est l'ancienne showroom comment on appelle ça, c'est une fabrique de céramique, en gros, qui à la fin du 19e siècle était basée dans le centre de Paris. Et depuis, ça a eu pas mal d'utilisation. C'était le manoir de Paris. Je pense que la plupart des gens s'en rappelleront. C'était le manoir de Paris. C'était une espèce de maison hantée dans Paris. Et aujourd'hui, c'est une école business et data. Donc, super lieu qui est vraiment parfait pour ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est des salles de classe. C'est une école. Donc, en termes d'équipement et en termes de disposition du lieu, c'est parfait pour des workshops techniques et des contenus techniques. Donc on est très 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 content du lieu, et je pense que vous allez aussi pas mal kiffer. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter, c'est Nebular Builders, le Twitter, et on a un Telegram aussi, pareil, Nebular Builders, tous les liens sont sur le site. Et merci Sam pour cette occasion, et merci aussi pour tout le soutien que tu nous apportes depuis l'année dernière. J'espère te voir cette année, parce que cette année on n'overlap pas avec Starfed. Il n'y a pas d'overlap, j'y serai avec grand plaisir. J'ai acheté mes places à la première des premières vagues pour je ne sais plus combien, c'était pas très cher, et j'ai même une place à distribuer, je viens de m'en rappeler maintenant. Parce que oui, j'ai fait un tirage au sort ou je sais pas quoi, donc j'ai une place en rab si jamais. Non, mais il faut qu'on te donne plus de places, qu'on va te donner 5 places à distribuer ta commu si tu veux. Tu peux les balancer sur Twitter. Avec grand plaisir. S'il y a des gens qui sont sur Paris, ce qu'on peut faire, c'est que s'il y en a qui viennent au Hack Day, à coup sûr, on prend 2 places pour le Nebular Summit. S'il y a des gens parmi vous qui sont développeurs et curieux et qui veulent tester le Hack Day et le Nebular Builders, et puis 3 places pour tout le monde, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez les gagner. On peut setup une sorte de tirage et donner les résultats le dimanche. Ça me semble être un bon plan. Et voilà, je voulais aussi remercier nos sponsors que vous avez à l'écran. Obligatory sponsor love. Oh, il y a un ice cream sponsor, nice. Il y a un ice cream sponsor, et je vais chiller le sponsor de l'ice cream, parce que, alors moi j'habite à Montreuil, pour ceux qui ne savent pas, je chille Montreuil aussi, pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est une ville en banlieue parisienne, et à Montreuil, on a une famille de glaciers qui sont là depuis 3 générations, et ce sont les glaciers Martinez, et ils font des glaces, donc le petit-fils, en fait, donc le gars qui gère la glacerie aujourd'hui, il a pas mal voyagé, et donc il a des glaces avec des parfums que tu n'as jamais vus, genre des glaces au safran,
des glaces au cardamome, des glaces roses. Enfin, donc on a voulu travailler avec lui et donc on va avoir vraiment un super glacier avec des glaces artisanales montreuilloises. Et je suis en train de voir aussi pour avoir un cafetier de Montreuil. Donc je mets les commerçants artisans de Montreuil en valeur à Nebuleur Summit. Ah, c'est super, c'est drôle parce que c'est dommage parce que Celestia n'est pas Célestial. Oui, il aurait fallu leur vendre ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que cette année, ils avaient moins de budget par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est pas facile. Mais on est très content des sponsors qu'on a. Enfin, franchement, tout le monde est très 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 excited pour la conf et nos sponsors nous aident beaucoup sur pas mal de points, notamment le contenu et voilà, on est hyper content d'avoir pu déjà attirer tous ces sponsors parce que voilà, c'est le bear market, c'est pas simple en ce moment et je pense que même tout le monde, enfin, tu sais très bien, Sam, c'est difficile en ce moment d'attirer des fonds pour des conférences. Ouais, clairement. Non, franchement, moi en tout cas, j'ai hâte d'y être et de rencontrer les gens de la commu, les builders du Cosmos, de discuter d'une de mes securities favoris. Enfin voilà, franchement, Atom, c'est et voilà, je fais l'erreur. C'est pas que Atom, mais l'interchain en règle générale, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal et donc ouais. Juste pour rebondir sur ça. Ouais, excuse-moi Seb. Non, mais j'allais juste dire que Adrien sera speaker et je pense qu'on va avoir quelqu'un d'impérateur aussi. J'ai discuté avec Cam cette semaine et je suis ravi que vous soyez partenaire d'événements. Donc ça date d'hier, donc on vous a pas encore mis sur le site, mais Impérateur et SDDEX seront présents. Ouais, super. Et en plus, on fera un workshop avec DRDX sur l'indexeur, un indexeur de chain. Donc, plaisir de retrouver tout le monde. Si vous avez des questions, autre chose, on sera sur place. Top. Et pour revenir au glacier, je les ai goûtés. J'avais mon université à Mairie de Montreuil. Donc, je connais les glaces Martinez. Donc, tu vois. Big up mon université à Montreuil. Mon université était à Montreuil, donc je connais bien. Je suis assez connu là-bas. Ouais. Concernant des commentaires dans le chat, je sais pas, il y a des gens qui ont posé 2-3 questions intéressantes que j'avais vu défiler. Notamment une personne qui demandait sur Yumi, je crois. Et Yumi, c'est une plateforme de landing and borrow développée par quelqu'un qui travaillait avant chez Tendermint. Et bon, ils ont un produit qui marche, mais il manque un peu de liquidité et l'équipe développe toujours des choses dessus. Et heureusement, je vais répondre à la question de quand sort Celestia. C'est t'inquiète, lance une node sur ton téléphone au milieu d'une calculette et t'inquiète, on verra plus tard. C'est plus important que tu lui-même. Je pense que c'est tout de même le block space, la testnet, il s'est pas trop mal passé. Je pense que 2-3 mois de plus et c'est live. Enfin bref, à voir. Je vois une question. Sam Node Guardians va avoir un validateur Neutron. En fait, on l'a déjà. Si tu valides le Cosmos Hub, t'as pas le choix. En fait, il te faut un validateur Neutron. C'est soit ça, soit tu te fais smash. Voilà. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est sur la première version de Replicate Security. Sur les prochaines versions, on sera à même de choisir si on décide ou pas de l'apporter pour nos délégateurs. Mais dans l'idée, même si c'est une value qui va rapporter 10 centimes, ton utilisateur il va te dire fais la tournée, sinon je vais déléguer ailleurs. Donc on va voir, mais je pense qu'à terme, de toute façon, plus tu vas en run, mieux ce sera. Après, suis-je le seul qui ne valide pas le Cosmos Hub ici? C'est triste. Je crois bien, ouais, effectivement. Il faut juste ils ont étendu le validator 7 à 180, je crois, récemment. T'as qu'à demander des fonds à Jacob. C'est quoi le minimum stake? C'est 600 000 €, je dirais, aujourd'hui. TTC 720 000. Ah, sommelier, vous en pensez quoi? Ah, sommelier, intéressant. Bah vas-y, si tu veux, Adrien. Je sais pas si tu veux.
Ou je Moi, sommelier, non, non, c'est sympa, hein. Il faut voir, si vous êtes un peu des Ethereum fanboy, généralement, votre idée, ça va toujours être de, essayer de trouver un real yield, sur votre ETH et essayer de jouer sur différentes stratégies. Essayer de gagner le plus possible et en prenant un peu le moins de risques. On va dire que bon, la version la plus simple, c'est, prenez vos 32 ETH, faites runner votre validateur et that's it. Vous allez avoir d'autres solutions, qui vont être, bon allez, un peu plus simples, on va dire, qui vont être d'utiliser, par exemple, bah, que ça soit Lido, Kin ou des choses comme ça. Mais bon pareil, ça va coûter quand même assez cher et après bon malheureusement, voilà, ça reste exposé à un seul asset. Si vous allez utiliser par exemple, et encore c'est un asset, c'est juste sur du staking. Voilà, donc vous allez avoir le minimum. Sur des stratégies un peu comme sommelier, vous allez avoir, l'utilisation du real qui va être en fait de permettre d'optimiser les stratégies. Donc c'est-à-dire, par exemple, au lieu de vous-même, effectuer, des poolings sur, Uniswap, sur, plein de différents protocoles et payer très cher toutes vos TX, bah, eux en fait l'idée c'est ils vont prendre tout le monde, ils vont tout batcher et du coup ça va coûter beaucoup moins cher. L'idée, ça va être de dire: «Bon, on va effectuer quand même pas mal de changements, sur les stratégies, sur des assez court terme, on va dire, au final, pour des positions comme ça, pour essayer de générer le plus de yield possible». Donc vous allez pouvoir, avoir plus de yield sur votre, Ethereum, par exemple et donc générer un peu plus d'argent qu'en utilisant un protocole tout simple. Voilà. Donc c'est basé sur Cosmos, il y a un bridge qui fonctionne avec Gravity Bridge, voilà, c'est très très basique, très simple, mais ça fonctionne bien. Pour le moment, les performances ont été plutôt clean. On n'est pas non plus sur quelque chose qui vous promet du 15. Vous savez pas d'où ça sort, mais t'inquiète, il y a pas de problème, follow notre truc. Donc non, c'est beaucoup plus carré, le yield est un peu plus bas, mais au moins c'est un peu plus sécure. Moi, j'utilise Sommelier, enfin, j'ai testé au launch le produit en question. Mais après, non, Sommelier staké, je les stake chez 2 validateurs. Et ça se passe. Voilà le real yield. Il y a une question Real yield. sur Oui. Kujira. Je crois que je sais pas si tu as Glab, tu valides, enfin Adrien, tu valides, Kujira, non? Je crois que tu Alors oui, mais je crois que je navigue entre l'active et l'inactive set. C'est-à-dire qu'il y a OK. souvent des gens qui sortent parce que, bah, les mecs font n'importe quoi et du coup je re-rentre et ensuite je ressors, ensuite je re-rentre, ensuite je ressors. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire, à me faire sortir de cette merde. Ouais, Jacob a fait un tweet là-dessus en disant qu'il y avait des interventions manuelles pour assurer le peg du stablecoin. Aujourd'hui, avec tous les dramas qu'il y a autour des stablecoins, dès que je vois un tweet, peu importe, dès que je vois une alerte sur le design d'un stablecoin ou autre, j'essaye de rester un peu loin, mais apparemment, il y a aussi beaucoup de gens qui reconnaissent l'innovation de ce protocole, mais c'est tout ce que je sais de surface. J'ai Non, jamais non, utilisé. c'est bien, ils essaient vraiment d'effectuer quelque chose, sans très grosse inflation, hein, ils essaient vraiment de rajouter un peu, bah, on va dire c'est un peu similaire à Luna, mais, sans, brancher une multiprise sur elle-même. Donc normalement, ça marche un peu mieux. À voir, oui, quand je parle de multiprise branchée sur elle, je parle de UST Coréo Luna, hein. Si vous avez pas compris, en gros, tu prends une multiprise, tu la branches sur elle-même, bah, au bout d'un moment, bah, ça fonctionne plus, quoi. Moi, Voilà. ce qui me choque, c'est que tu as quand même des Pantera et des Jump qui sont assis autour d'une table et qui ont pourtant des gros moyens de due diligence et qui se sont lancés dans cet écosystème en apportant énormément de liquidités, en construisant dessus. Et c'est vrai que, en fait, je pense que, je sais pas, on savait tous au plus profond de nous-mêmes que c'était sketchy as fuck et que ça allait s'effondrer, mais beaucoup de gens ont gamblé sur le reserve fund. Alors moi, je sors quand il reste 200 millions. Moi, je sors quand il reste 100 millions. Alors moi, je suis plutôt de l'école des 50 millions, mais tout le monde prévoit de pull-out, en fait. Ouais. Et ça existait en toute sérénité, en fait. Et c'était praised. Ouais, Et c'était assez. comme on dit chez nous: «It's not a matter of if, but when». Ouais, Je ouais, ouais. pense que c'est surtout, pour, un peu l'appétit d'argent des VC parce que finalement, quand tu vois un écosystème qui grandit si rapidement, qui génère autant de revenus, ce genre d'utilité, ça part du gâteau, donc ils mettent peu importe le design derrière. Vu comment ils étaient montés assez rapidement, ils voulaient une part du gâteau tout simplement. En fait, pour en revenir sur une dernière note à ce qui fait qu'une blockchain réussit et éventuellement l'écosystème qui la soutient réussit, bah, c'est juste les killer products ou les killer apps. Et moi, je pense que ça peut tout à fait arriver
sur un roll-up, sur un L3 ou sur une chaîne Cosmos, en fait. Et faut juste que le bon projet, se lance et après les gens se familiariseront avec, tout simplement, si tu as un jeu qui a 100 000 utilisateurs qui existe en tant qu'L3, bah, ça va bénéficier au L3 et potentiellement au L2 et à tous les autres trucs qui gravitent autour. S'il s'avère qu'en fait, c'est une blockchain Cosmos, et ben les gens installeront naïvement, un portefeuille Cosmos et puis, sans s'en rendre compte, ça y est, ils ont Keplr ou le wallet de la marque qui est en mesure d'interagir avec toutes les blockchains Cosmos. Et je pense qu'en fait, pour construire une killer app, euh, est-ce que tu as besoin finalement pour un jeu d'avoir la DA qui vient d'Ethereum? Ou est-ce que tu as besoin, en fait, au bout d'un moment, est-ce que tu as besoin des mêmes garanties de sécurité ou autres? Non, je pense que ce que tu cherches surtout, c'est peut-être pouvoir ajuster un maximum de paramètres parce que peut-être tu veux implémenter une VM custom qui fait de la parallélisation, des trucs bizarres. Et c'est peut-être dans ce cas de figure-là qu'une blockchain Cosmos offre un peu plus de modular. On peut ajuster beaucoup plus de paramètres et répondre à des besoins bizarres en termes de peut-être de scalabilité ou d'expérience en règle générale. Alors sur un rollup, tu as certains éléments d'architecture ou des dépendances qui font que tu peux expérimenter un tout petit peu moins. Après, tu peux faire ton propre sovereign rollup. Et bon, voilà. Comme tu peux faire ta propre app chain et bénéficier nativement d'un framework pour faire passer des messages d'une blockchain A à une blockchain B, avoir d'autres trucs qui sont déjà construits par défaut sur le système. Et je pense qu'il faut juste attendre qu'il y ait des killer apps. C'est ce qui manque cruellement en fait dans la blockchain enfin dans l'univers crypto, pardon. Et peut-être que le gaming sera ce qui nous amènera. Peut-être qu'il y a des centaines de L3 et de blockchains, et qu'il y aura 2 ou 3 bons jeux dans le lot qui apporteront de l'activité sur un écosystème ou non, je sais pas. Enfin bref, petite réflexion comme ça. Merci pour ta réflexion. Non, mais Je vous ai laissé tout ce temps. non, c'était très intéressant. Mais pour répondre à ce qu'il m'a dit pour le truc de Restyle, je rebondis dessus ou Non, mais vas-y, continue. C'est très bien. Okay, là, je réponds aux questions parce que je file les. Enfin, tu vois, les gens parfois posent des questions, ils n'ont pas de réponse. Ça fait un petit sentiment désagréable chez eux, peut-être parfois. Mais Ouais, non, par rapport clairement. une appli de Restake, tu as restake.app, donc restake.app pour auto-compound tes rewards et tu vas sur presque toutes les chaînes, tu choisis ton validateur, tu fais la transaction de grant pour autoriser le auto-compound et tu pourras faire de auto-compound dessus. Voilà, notez que c'est open source, que le grant, c'est uniquement 2 actions possibles, c'est-à-dire le claim de reward et la délégation automatique sur le même validateur. Donc en fait, littéralement, vous donnez juste accès à ces 2 fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'accès à la balance, et cetera. C'est vraiment, ces 2 fonctionnalités qui fonctionnent et c'est pour le validateur et en fait, c'est aussi cool parce que sur des blockchains qui ont un peu, de fees, il n'y en a pas vraiment beaucoup, on va dire, sur Cosmos, mais bon, on va dire même sur le Cosmos SDK, Cosmos Hub, on est quand même sur 5 la transaction. Waouh, c'est cher, mais non, je rigole, ça va monter en vrai. Ce qui est pas mal au final, c'est que vous avez même plus besoin, de payer ces transactions. Par exemple, dès que vous atteignez un reach, je crois que c'est 0,1 token, pour la plupart des validateurs, le validateur va le faire automatiquement tous les jours par batch. Donc lui, ça va lui coûter, 1 ou 2 TX, voire 3, s'il y a vraiment beaucoup de monde, hein. On n'est pas tous impérateurs avec, des trentaines de milliers de délégateurs, hein. Mais, mais ouais, du coup, ils vont le gérer pour vous. C'est eux qui vont gérer les fees et du coup, vous payez rien. Donc si vous avez une optique un peu, mid-long terme, on va dire, pour du staking, c'est quand même assez cool et ça marche maintenant aussi avec Ledger. Voilà, enjoy. On Ça utilise marche. Restake et vous pouvez déléguer très bien sur Imperator ou sur Stakelab ou n'importe quel validateur qui utilise Notre Guardian Restake. aussi, hein, bien sûr. Mais Ou nous, on propose un meilleur yield. On propose un meilleur yield. On fait des repas de délégateurs. Et ça, si vous vous l'annualisez, ça vous permet, ça vous donne forcément un meilleur rendement à l'échelle d'une année. Donc, n'hésitez surtout pas à déléguer sur Node Guardians, mais aussi sur d'autres validateurs. C'est surtout en bas du peloton. Je vois une question sur Osmo chez nous, Interop.
Interop aussi, bien sûr, ouais. Et on est sur Juno, Interop, Evmos et C'est vrai, Consider. Juno Interop, c'est vrai en plus. Pas sur le hub, mais sur Osmo, Interop, pardon, Juno, Juno, Osmo, Osmo Juno, et Evmos. Quicksilver et Evmos. Voilà. On aurait pu Evmos. s'arrêter à 1 heure, Sam, On a si quelques ton cerveau, petits il chats. sature. Non, non, mais c'est toujours très fun. C'est toujours très fun et voilà, c'était très cool de faire ce point. J'espère qu'on se retrouvera tous à Nebular Builders et que Mmh. voilà, ce sera fun. Juste Et Nebular Summit, pardon, Nebular Builders aussi, accessoirement. Et puis, tu voulais ajouter quelque chose? non, non, je parlais juste j'avais une question sur un wallet et on peut pas mettre des questions sur les wallets. Alors, faut faire attention aux wallets que vous mettez pas vos mnémoniques n'importe où. Heu, et on parle de Keplr 2.0. Keplr, c'est un wallet qui est open source. Le code est open source, il est auditable. Il est sur, GitHub. Je connais pas et je vois un wallet qui s'appelle Kujira. Kujira, ils sont réputés pour pas trop faire du open source. Donc, voilà, faites attention où vous mettez vos mnémoniques. Prenez les wallets les plus connus. D'ailleurs, Kepler, je connais le bureau, j'y travaille de temps en temps et si jamais vous avez un souci, je peux les voir pour vous. C'est legit. C'est- Ça va. Dis-leur que ça serait sympa de pouvoir slide, hein, quand même. Ouais, ouais. Bah, écoutez, merci à tous. Je vous dis à très vite, Merci, à Sam. dimanche pour ceux qui suivent la chaîne. Merci. Et puis on fera aussi un giveaway de tickets, je pense, ce dimanche. Je me mets un petit reminder. Et puis voilà. Let's make it happen. Let's make it happen. Et puis j'espère. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ce live a contribué? En fait, est-ce qu'on a vendu la vision de l'Interchain? Est-ce qu'on a suffisamment discuté des bienfaits de l'Interchain ou autre? Et j'ai l'impression que on n'a pas suffisamment parlé de tout ça. Donc, je propose que l'on fasse un checkpoint dans 2 mois avec un cadre un peu plus, voilà, en préparant un peu plus certains topics, parce qu'il y a plein de qualités et de choses intéressantes sur cet écosystème qui n'ont pas été couvertes. Donc bon, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Et puis voilà, je remercie aussi tout le chat pour vos questions, pour votre présence, et je vous dis à très bientôt.